Bonjour à tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour ce séminaire commun à DL4T et à l'Institut de droit augmenté de l'EDEC. Donc c'est une occasion pour nous de partager avec nos collègues de l'EDEC sur les possibilités de mettre en commun des travaux en droit, en économie et en technologie, c'est-à-dire avec tous les enjeux des algorithmes, de la donnée et de l'intelligence artificielle. Donc un peu sur le modèle du séminaire que nous avions fait il y a quelques semaines avec nos collègues de Toulouse, avec Anity et d'Ottawa, c'est donc un séminaire d'échange entre deux équipes de recherche qui vont être représentés par deux chercheurs, Gaël Buroni et Giancarlo Malghieri. Et ce séminaire, en réalité, va se tenir dans deux langues, hein, à la fois en français et en anglais. Donc, vous serez tout à fait, invité, hein, à poser toutes les questions que vous désirez dans le chat, hein, dans les questions-réponses, mais également après les exposés dans la langue que vous souhaitez. So I will shift in my French, Southern French, English. I'm very glad to organize with Marina and Christophe this common seminar between Diplo4Tech and the Institute of Augmented Law of the EDEC. We will organize two voices session with a first presentation ensured by Gaël Buroni. Gaël will speak to us about une approche téléologique des données, a theological approach of data. And the second presentation will be made by Giancarlo Malghieri about the EU path for an AI Act and consideration about the black box in terms of COVID-19 crisis, of times, in fact. So I will leave the floor immediately to Hardin, Christophe Roquilly, in order to say some words in order to launch our session. Christophe, the floor is yours. Thank you, Frédéric. Well, ex-dean, I had to precise. And you will be our dean forever, Christophe. Now the director for the EDEC Augmented Law Institute. I would like to thank you, Frédéric, and also to thank Marina for this opportunity and this first cooperation we have between your chair and EDEC Augmented Law Institute. I'm here with different colleagues, different professors from the EDEC Augmented Law Institute. Some of them are French, some of them are not. Some of them are speaking French, some of them are non-speaking French colleagues. So very happy to have this first session. I hope that it's just the beginning of something for the future, and eager to hear what your PhD student has to present. And also thank you, Giancarlo, for starting this first session as the Institute speaker. And happy to meet all of you guys. Bonjour et bonsoir. Ton micro est coupé, Frédéric. C'est fait, c'est bon, ça y est, je suis démuté. On va pouvoir passer la parole à Gaël en premier lieu pour une présentation d'une vingtaine de minutes. Ce que je peux vous proposer, c'est que vous pouvez poser des questions à Gaël dans son intervention, si vraiment ce sont des questions de compréhension, ou sinon, on peut se laisser un temps pour des questions immédiatement après la présentation de Gaël. So, Gaël, if you want, you can start your presentation. Ok, très bien, merci. Alors, je vais vous diffuser ma présentation. Ok.
Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les organisateurs de cette rencontre. C'est une belle occasion d'échanger, une belle occasion, malheureusement à distance, mais peut-être heureusement à distance, parce que c'est aussi ce format Zoom qui nous permet d'échanger au travers de la France et au travers du monde. C'est aussi bien. Donc, je vais vous présenter mes réflexions pour une approche téléologique des données. Alors, pour ce faire, je vais partir d'un exemple qui est l'exemple du Lanphone. Alors, le Lanphone, c'est une technique d'espionnage qui permet de connaître le contenu d'une conversation. Et en fait, c'est une technique qui consiste à utiliser un algorithme pour analyser les vibrations d'une ampoule qui est située à proximité de cette conversation. Donc, j'ai pris cet exemple parce qu'il nous permet de faire trois constats qui articuleront ma présentation. Le premier constat qui est que entre le début du traitement, les données d'entrée et le résultat du traitement, les données de sortie, la notion de données recouvre des réalités qui sont très différentes. Au départ, on a des données sur la vibration d'une ampoule, des données qui ne sont pas parlantes. Et ensuite, on a des données beaucoup plus parlantes sur le contenu des conversations qui se sont tenues à proximité de cette ampoule. Donc, le premier constat, c'est que le traitement de données soit change le sens des données, soit modifie le sens préexistant de ces données. Ensuite, un deuxième constat qui est que les vibrations d'une ampoule ne sont pas des données personnelles, on s'en doute, mais leur traitement peut mettre en évidence des informations qui pourraient être personnelles, parce que les vibrations d'une ampoule, ce n'est pas des données personnelles, mais le contenu d'une conversation, si on parvient à identifier les personnes qui participent à cette conversation, peut recevoir la qualification de données personnelles. Et même si on ne parvient pas à identifier les personnes qui participent à cette conversation, il suffit que soit cité dans la conversation le nom d'un tiers ou certaines caractéristiques qui permettraient d'identifier un tiers pour que cette conversation contienne des données à caractère personnel. Et un troisième constat qui est plus général, mais qui est quand même particulièrement lié aux deux premiers, qui est qu'une même donnée, finalement, peut donner lieu à des usages très divers, notamment au service de l'intérêt général. Et ce qui peut être intéressant, justement, c'est de voir que des données qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général, justement, peuvent servir cet intérêt général. Donc, on peut comprendre à partir de ces trois constats pourquoi il faudrait privilégier une approche téléologique des données. Et je vais reprendre chacun d'eux pour articuler ma présentation. Donc, je reprends le premier constat qui est qu'entre le début du traitement et les résultats du traitement, la notion de données recouvre des réalités très différentes. Donc, je suis parti d'un exemple simple et même peut-être un peu caricatural avec le Lanphone, mais il démontre l'importance du processus de traitement et il démontre que plus les méthodes de traitement sont développées, plus les informations révélées à partir des mêmes données, donc des données qui ne changent pas, sont nombreuses et variées. C'est un exemple qui est souvent pris pour illustrer cette réalité, c'est l'exemple des données génétiques par rapport au séquençage ADN. Donc, le traitement modifie le sens des données d'entrée. Donc, ce qui compte surtout, finalement, et ce qui devrait attirer notre attention, ce sont les données de sortie. Et une manière intéressante de prendre en considération les données de sortie en amont même du traitement, c'est à travers sa finalité. Parce que ce n'est pas du tout la même chose si on utilise les données de vibration d'une ampoule pour, imaginons, évaluer sa consommation énergétique ou pour obtenir le contenu d'une conversation qui s'est tenue à proximité de cette ampoule. Et donc, cette notion de finalité est importante et elle est d'autant plus importante que l'écart se creuse pour chaque traitement entre les données d'entrée et les données de sortie, car nous assistons à des progrès technologiques considérables et surtout à un changement de paradigme important. Et là, je sors de mon premier exemple introductif avec ce qu'on pourrait qualifier de processus de massification. Donc, d'un point de vue juridique, la notion de traitement, vous le savez, elle est particulièrement extensive. Le RGPD dresse une liste
non exhaustives d'opérations qui peuvent être qualifiées de traitement. Mais parmi ces opérations, il y en a deux qui doivent, à mon sens, particulièrement attirer notre attention, qui sont le rapprochement et l'interconnexion de données, car ce sont eux finalement qui permettent justement cette mise en relation de données massives. Et finalement, le traitement, à mon sens, il faut l'appréhender toujours plus comme un processus que comme chacune de ces opérations prises isolément. Et cette notion de données massives, elle est très importante parce que à chaque fois que des données massives sont mises en relation, ou presque à chaque fois, elles permettent de mettre en évidence justement de nouvelles informations, elles permettent de transformer les données d'entrée. Et c'est cette mise en relation qui, dans de nombreuses hypothèses, peut expliquer l'écart de qualité entre les données d'entrée et les données de sortie. En un sens, mettre en relation des données massives, et c'est ce que j'ai essayé d'illustrer dans ma présentation, mettre en relation des données massives, ça permet d'appréhender à travers le prisme de la quantité des informations qui ne sont pas exprimées par la qualité d'une donnée prise isolément. On peut illustrer ceci. Pour Netflix, par exemple, savoir à quelle vitesse j'ai fait défiler mon écran, savoir sur quelle suggestion je me suis arrêté plus longuement, savoir quel film j'ai regardé, savoir quelle série j'ai regardé, savoir que je me suis arrêté à l'épisode 4 de Black Mirror, par exemple, en soi, pris isolément, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais savoir que de nombreuses personnes ont adopté le même comportement que moi, un tout petit peu avant moi, ça permet à Netflix d'anticiper ce que je vais faire. Hein. Et si les personnes qui ont adopté le même comportement que moi, un tout petit peu avant moi, ont regardé, par exemple, Forrest Gump, le prochain film que je regarderai sera très certainement Forrest Gump. Donc, ce sont des méthodes de matching, mais des méthodes de matching qui ne sont pas contraintes par les limites catégorielles des modèles statistiques et actuariels traditionnels. Ce sont des méthodes qui sont guidées par une forme de sérendipité et qui permettent de mettre en évidence justement de nouvelles informations. Et donc, on voit bien l'écart de sens entre les données d'entrée et ces nouvelles informations. Alors, pour mieux saisir cette réalité, parce qu'on ne peut pas faire de constat sans faire de proposition, pour mieux saisir cette réalité, ce qui serait intéressant, et ce que je propose dans cette présentation, on pourra en discuter, ça pourrait être d'appréhender les données selon une approche à deux niveaux, en recontextualisant chaque traitement selon un rapport entre ces données d'entrée et ces données de sortie. Et l'idée serait de consacrer, d'un point de vue juridique, cette distinction. Et elle est un peu consacrée d'ailleurs, on pourra aussi en discuter plus tard. Donc, par exemple, on pourrait fragmenter l'exercice de certains droits qui sont accordés aux personnes concernées. On pourrait exercer distinctement notre droit d'accès soit sur nos données d'entrée, soit sur nos données de sortie, soit sur les deux, parce qu'après tout, ça ne m'intéresse pas forcément d'accéder aux données relatives à ma vitesse de frappe ou relatives à la vitesse à laquelle j'ai fait défiler mon écran. Mais ce qui pourrait m'intéresser, par contre, ce qui pourrait m'importer, c'est de savoir qu'à partir de ces données mises en relation avec d'autres données, le responsable de traitement connaît mon âge, connaît mes hobbies, connaît mes passe-temps, connaît mes opinions politiques, par exemple. Donc, on sait que le droit d'accès est souvent critiqué parce que nos données sont très nombreuses. La personne concernée qui exerce son droit d'accès se retrouverait noyée dans ces données. Donc, faire une distinction entre les données d'entrée et les données de sortie, ça peut être justement un moyen de calibrer l'exercice du droit des personnes concernées sur leurs besoins, finalement. Donc, ça pourrait être un moyen de préciser l'exercice de ce droit, et on pourrait également l'appliquer au droit à l'effacement. Hein. Une personne pourrait retirer son consentement pour les données de sortie, mais pas pour les données d'entrée, ou inversement. On pourrait l'appliquer en droit français au droit de donner des directives sur nos données après notre mort. Je peux vouloir que les données de mon profil Facebook soient conservées, hein, par exemple pour avoir une page en hommage, mais pas que les données relatives au profilage effectué par Facebook soient effacées, ou là encore inversement, bien évidemment. Et enfin, pour terminer sur ce point, sur ce premier constat, cette distinction entre données d'entrée et données de sortie, elle pourrait
venir renforcer la protection du consentement des personnes concernées, parce que à travers une information adaptée, alors pourquoi pas en adaptant le principe de finalité, qui a une fonction d'information. On pourra en discuter après, je ne peux pas développer trop longuement sur ce point, mais on pourrait mettre en évidence, à travers une information adaptée, la distinction entre données d'entrée et données de sortie, afin que les personnes prennent conscience que les données au traitement desquelles elles consentent font l'objet d'une transformation substantielle. Donc ça pourrait avoir une fonction pédagogique intéressante pour intégrer petit à petit dans l'esprit du grand public l'idée selon laquelle les informations qu'ils partagent dépassent les données qu'ils acceptent effectivement de partager en leur fort intérieur. Tout ça, c'était pour mon premier constat. Maintenant, mon deuxième constat sur la qualification des données à caractère personnel. Donc, les données d'entrée peuvent être des données non personnelles, mais leur traitement peut générer des données de sortie qui sont des données personnelles. Alors, pour rappel, bon, on le sait, mais toujours bien de le rappeler, une donnée à caractère personnel, c'est une donnée qui porte sur une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, sachant que cette identification dépasse l'identité civile. Hein. On considère qu'à partir du moment où on peut individualiser une personne, on est en présence de données personnelles, quand bien même il serait impossible de connaître son identité civile. Et donc, à partir de là, on peut soulever deux difficultés. La première, qui est précisément celle que j'ai donnée en exemple, qui est que à partir d'une donnée d'entrée non personnelle, on peut obtenir des données de sortie personnelles. Alors, certes, à partir du moment où ces données de sortie sont générées, elles pourraient tomber sous le coup de l'intervention du droit à la protection des données à caractère personnel, mais pour autant, elles échappent à tout un ensemble de règles qui fondent l'accès à ces données et qui fixent le cadre de leur traitement. Alors, dans cette situation, on peut distinguer deux hypothèses, hein, et ça peut être un critère d'analyse pour le droit. Une première situation dans laquelle la finalité du traitement est de mettre en évidence des données personnelles. Donc, dans cette hypothèse, on parle de données non personnelles, mais on sait qu'on recherche, qu'on a pour finalité de mettre la main sur des données personnelles. Et une seconde situation dans laquelle la finalité du traitement est susceptible de mettre en évidence des données personnelles, qui est l'exemple que j'ai pris. Quand on capte le contenu d'une conversation, on ne cherche pas forcément des données personnelles, mais on sait qu'elle pourrait mettre en évidence des données personnelles. Ensuite, il y a une deuxième difficulté qui est similaire à celle que je viens d'expliquer, qui est que à partir de données qui portent sur une personne, on peut générer, obtenir des informations qui portent sur d'autres personnes. Alors, c'est l'exemple typique des données génétiques. Hein. Quand les données génétiques d'une personne sont traitées, ça révèle des informations sur toute une lignée généalogique. Idem pour les données de contact. Hein. Quand je donne ma liste de contacts à un responsable de traitement, indirectement, je lui dis également que je figure parmi les contacts de telle et telle personne. Si tous les contacts d'une telle personne font la même chose, le responsable de traitement peut très bien reconstituer sa liste de contacts sans que cette personne n'y ait jamais consenti, par exemple. Donc ces exemples sont simples et connus, mais en réalité, à l'ère des données massives, chacune de nos données contient en germe des rudiments d'informations sur des tiers, et même des données qui ne sont pas personnelles d'ailleurs. Quand j'utilise les services de Snapchat, je génère des données qui seront utilisées pour personnaliser mes contenus, mais également pour personnaliser les contenus proposés à d'autres utilisateurs. Quand je génère des données sur ma santé, je génère des données qui, par comparaison, pourraient être évaluées, pourraient être utilisées pour évaluer l'état de santé d'une autre personne, et même en prenant des données qui ne sont pas personnelles, par exemple des données environnementales sur la pollution de l'air, pourraient être utilisées à des fins de santé sur des personnes. Donc, à l'ère des données massives, il n'est plus tellement pertinent de raisonner en termes de données à caractère personnel, hein, parce que ce caractère personnel, il induit une forme de rapport exclusif entre la personne et ses données, alors qu'une donnée peut porter effectivement sur une personne, mais elle porte aussi souvent
directement ou indirectement, parfois même très indirectement, il faut l'admettre, sur d'autres personnes. Alors, on pourrait envisager une évolution terminologique, et là encore, je vous invite à en discuter ensuite, une évolution terminologique en parlant, c'est ma proposition, de données sur la personne. Parce qu'une donnée sur la personne, c'est une donnée qui porte sur une personne, mais qui porte effectivement, qui peut porter sur d'autres personnes. Il n'y a plus ce rapport d'exclusivité. Donc, ça permettrait d'effacer ce rapport d'exclusivité et de penser, d'avoir un cadre pertinent pour penser des mécanismes qui seraient de nature à prendre en considération cette dimension collective, notamment quand sont en jeu des finalités liées à l'intérêt général. Et j'en viens à mon troisième constat et dernier constat, qui est que une même donnée peut donner lieu à des usages très divers, notamment au service de l'intérêt général. Hein. Et donc, une même donnée qui peut servir des intérêts très divers, des intérêts privés, pourrait venir servir l'intérêt général, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment l'approche qui est retenue. On parle d'intérêt général, la proposition de règlement sur la gouvernance des données parle également de motifs altruistes. Donc, il y a des projets en cours, hein, ça se fait déjà, hein, mais la première chose à faire pour penser ces projets, c'est de savoir quelles sont les données qui peuvent être mises au service de cet intérêt général. Comment considérer qu'une donnée peut être mise au service de l'intérêt général? Et à cet égard, on peut identifier une limite qui est commune à beaucoup de ces projets. C'est que souvent, ces projets sont fondés sur des données qui sont appréhendées et analysées selon deux critères, soit selon les informations qu'elles révèlent à l'état brut, soit selon leur origine, selon leur source. Donc, on catégorise finalement les données en amont, alors que leur intérêt est inhérent à ce qu'elles sont susceptibles de révéler en aval. Alors, on peut illustrer cet écueil à travers plusieurs exemples que je vous présenterai dans un ordre chronologique. Par exemple, le rapport de 2015 sur les données d'intérêt général qui était avant la loi pour une république numérique. Donc, le rapport de 2015 sur les données d'intérêt général proposait l'ouverture des données de concession de services publics et l'ouverture des données des services publics industriels et commerciaux. Donc, on partait du principe que ce sont des activités liées à l'intérêt général, donc elles généreraient inéluctablement des données d'intérêt général. On peut aussi évoquer le rapport Villani. D'un côté, le rapport Villani préconisait, par exemple, d'utiliser les données de pollution de l'air dans la perspective d'améliorer le pilotage politique de la ville. Et d'un autre côté, il préconisait d'utiliser les données des objets connectés pour améliorer la prise en charge de la santé. Pourtant, les données de pollution de l'air pourraient révéler des informations sur notre santé. C'est même le lien est assez même évident. Et les données issues des objets connectés pourraient contribuer à améliorer le pilotage politique d'une ville. On peut également citer le Health Data Hub, avant-dernier exemple. Le Health Data Hub, pour l'instant, se limite à mutualiser des bases de données existantes, bases de données qui sont issues, par exemple, de l'assurance maladie ou bases de données des hôpitaux. Ce ne sont que des bases de données issues du système de santé. Alors qu'il y a beaucoup de données qui ne sont pas issues du système de santé, mais qui peuvent contribuer à la recherche médicale. Enfin, dernier exemple que je prendrai avec des pincettes, qui est la proposition de règlement sur la gouvernance des données. Je prendrai avec des pincettes parce que il y a quand même des avancées intéressantes par rapport à la critique que je formule contre ces projets. Dans cette proposition, il y a des avancées intéressantes, mais de manière générale, la proposition de règlement sur la gouvernance des données jette son dévolu sur les données détenues par les organismes du secteur public. C'est affirmé clairement. Donc là encore, on appréhende les données à travers le prisme de leur origine. Donc, à travers ces exemples, on peut remarquer deux choses. Hein, donc, d'abord que les différents projets s'intéressent plus à l'origine des données qu'à leur potentiel effectif, alors qu'on peut imaginer leur potentiel effectif en amont du traitement. On n'a pas nécessairement besoin d'attendre le traitement pour savoir le type d'informations qu'elles peuvent générer.
Et ensuite, qu'il serait intéressant d'avoir une approche téléologique des données pour maximiser l'utilité de chaque donnée, pour élargir le champ des données mises au service de l'intérêt général, par exemple, et pour que ces données puissent circuler le plus librement possible. Et pour ce faire, encore une proposition, on pourrait s'inspirer de la proposition formulée par le Conseil national du numérique dans son rapport sur les données environnementales, en créant la catégorie des données d'intérêt général par destination, qui seraient des données a priori très éloignées de ces considérations, plus ou moins éloignées du moins de ces considérations d'intérêt général, mais qui, par destination, eu égard à leur finalité, pourraient intégrer la catégorie des données d'intérêt général et circuler plus utilement. Mais pour l'instant, à mon sens en tout cas, vous pourrez me dire si vous n'êtes pas d'accord, mais on s'intéresse encore trop à l'origine des données et on s'enferme dans des schémas qui brident le potentiel des nouvelles technologies, alors qu'une approche téléologique des données pourrait d'un côté en maximiser l'utilité, comme elle pourrait, pour mes deux premiers constats, améliorer la protection des personnes à l'égard du traitement de ces données. Alors, c'était le sens de ma démonstration qui, j'espère, aura suscité votre réflexion et fera l'objet de vos remarques qui sont les bienvenues. Et je vous ai mis seulement en conclusion un article qui a été, une note qui a été rédigée par nos étudiants de Master 2 sur les données d'éducation et qui permet justement de confronter certains des éléments que j'ai développés dans ma présentation à cette catégorie de données d'éducation qui est en construction en France en ce moment. Voilà, donc je me tiens prêt pour vos questions et je vous remercie. Merci beaucoup Gaël pour cette présentation et pour la référence à la note de nos deux fabricateurs qui est tout à fait pertinente pour notre propos. Donc merci encore. Est-ce qu'il y a des questions pour la présentation de Gaël, both in French or in English, your preference? Do not hesitate to intervene. For the moment. Peut-être je vais me donner. Nathalie, if you want. Nathalie, the floor is yours in English or in French. Certainly in a better English than the mine, but you can opt for French. Non, je vais peut-être y aller en français parce que du coup, tu as dit qu'on pourrait discuter plus tard du principe de finalité. Et je ne sais pas du tout comment le traduire en anglais, donc on va rester sur le français. Est-ce que du coup, tu pourrais plus développer sur ce consentement amélioré grâce à ce principe et sur le principe en lui-même, s'il te plaît? Et merci beaucoup d'ailleurs pour ta présentation. Merci pour ta question parce que justement, dans le format de 20 minutes, c'est difficile de tout développer et j'essaye justement d'ouvrir des discussions comme ça pour pouvoir approfondir ensuite des points qui étaient intéressants. Le principe de finalité, il a de nombreuses fonctions, mais il a une fonction notamment qui est de protéger le consentement de la personne concernée. Quand le consentement est le fondement mis en œuvre pour un traitement de données, on part du principe que le consentement est donné pour une finalité déterminée. Et ça a une fonction d'information pour les personnes concernées. Et donc, à mon sens, on pourrait considérer la finalité selon encore une approche à deux niveaux. Considérer qu'il y a une finalité du traitement des données d'entrée qui est de générer des données de sortie, et donc finalité du traitement des données d'entrée qui est de générer telle catégorie de données de sortie. On pourrait le mettre en évidence. Et ensuite, une finalité du traitement des données de sortie qui peut être d'améliorer la performance de tel ou tel service à partir des informations qui auront été générées par rapport à ce traitement. Donc, à mon sens, ça peut être une manière d'intégrer cette différence entre données d'entrée et données de sortie et c'est protection du consentement. Après, on sait que les utilisateurs ne lisent pas les conditions générales d'utilisation, mais c'est aussi dans une démarche pédagogique à grande échelle. C'est le fait d'avoir cette approche-là fait qu'ensuite on en parlera plus et que les gens en prendront conscience. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Oui, merci beaucoup. D'autres questions? Moi, j'ai une question. Allez-y, je vous en prie. Je suis Zobo Beka de l'Université de La Rochelle en M1 du numérique, droit du numérique. Donc, j'aimerais savoir si ce rush, c'est une question assez relative, mais savoir si ce rush vers une trop grande protection des consommateurs ne tuerait pas le business des entreprises qui vivent de ces données d'entrée-là pour proposer des services qui correspondent plus aux consommateurs. Alors, la question est effectivement très, très générale. Merci pour cette question. Ce que j'essaye de faire dans ma démonstration, c'est justement de protéger les personnes et la circulation. Alors, j'ai pris l'exemple des données d'intérêt général, parce que c'est une finalité qui est bien identifiée en ce moment en droit. Mais considérer les données selon une approche en amont par rapport à ce qu'elles peuvent révéler en aval, c'est une manière de faire circuler beaucoup plus les données. Et donc, ça ne briderait pas justement le potentiel des technologies dans le sens où on considère la donnée selon ce qu'elle peut nous apporter et pas selon ce qu'elle est au départ. Donc, il y a une dimension protection, mais il y a une dimension de circulation qui est forte quand même. D'autres questions à ce stade? Pour la réponse. Peut-être une question. Déjà, merci pour cette présentation qui était très claire et très pertinente. Peut-être que le terme m'échappe. Vous avez pu parler de données de destination ou à destination. Alors, le terme peut-être. Pardon pour cela, mais c'est simplement, j'ai un peu du mal à saisir de manière pratique comment pouvoir déterminer, établir ce type de données dites à destination sans contrevenir au droit à la vie privée des personnes assujetties à ce traitement. C'est-à-dire comment, en fait, justifier l'utilisation de ces données sans contrevenir aux droits des personnes assujetties. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question, mais j'ai du mal à comprendre comment on peut justifier ça dans des situations où cette notion de destination serait un peu floue. Mais justement, si la personne concernée a conscience que par destination, des informations qui ne sont pas parlantes pourraient générer des informations sur, par exemple, des données sensibles, ça renforce sa protection au final. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas conscience du potentiel de nos données parce que justement, on n'a pas conscience de la destination de nos données. Souvent, j'ai déjà eu des discussions comme ça, c'est une anecdote, mais des gens qui utilisent un aspirateur connecté qui prend le schéma de votre maison et qui identifie la superficie de votre maison, etc. Des personnes qui disent « mais moi, je m'en fiche que Xiaomi soit au courant de la superficie de mon appartement ». Mais si Xiaomi est au courant de la superficie de mon appartement et que Xiaomi sait que j'habite à Nice, ces deux informations permettent à Xiaomi de savoir que je gagne, du moins que j'ai les moyens de m'offrir un logement de telle superficie dans telle ville. Donc, dire que par destination, la superficie de mon appartement pourrait être une donnée sur mon patrimoine, si on le dit dès le départ, ça protège la personne. Si on ne le dit pas, la personne n'a pas conscience. Après, oui, c'est abstrait. J'ouvre la discussion. Je ne l'avais pas compris de la sorte, mais c'est très intéressant la manière dont on s'est développé. Je l'avais plus appréhendé du côté un peu Data Hub et peut-être de la destination de certaines données, par exemple, si le patient est fumeur ou non fumeur, des informations qui ne sont pas nécessairement de l'ordre médical. Mais cette illustration est très, très intéressante. En effet. Après, c'est une illustration. Je ne dis pas que Xiaomi évalue notre patrimoine, hein, c'est juste pour l'image. Non, mais de manière pratique, c'est mieux. J'arrivais pas forcément à saisir, mais merci. Some question from Bjorn or Gian Claudio? Bjorn, perhaps? In French or in English, as you prefer. Bon, je vais le faire en anglais parce que je sais qu'il y a plusieurs
jusqu'à personne ici qui sont plutôt anglophones, donc je vais faire mon commentaire en anglais. Thank you for your presentation, Gaël. I was wondering, perhaps you only had 20 minutes, so I admit that you couldn't develop many things. But do you take into account into your framework two aspects that I think are very central to your approach? First, the problems related to what you could call data self-management. That's what I mean by consent, that people are very bad at consenting. And if I understood correctly, you want to educate them even more and then have them process even more information. To me, that sounds a little bit even reinforcing the problem of the bad quality of data self-management. And the second thing is, how does anonymity play a role in your finality discussion of data? Because data can have lots of interesting uses, but sometimes anonymous use is fully sufficient for very many purposes. So of course the anonymity has to somehow play a role in how you define your approach. So these are the two dimensions that I was a little bit missing in this presentation. First of all, the problems related to data self-management. So you mentioned a little bit, people are overwhelmed, they don't consent, they never read the information. And will they ever read the information, even if the information gets better, or can it even get better? I don't know. I'm a bit doubtful about that. And second is indeed the question of how does anonymity play a role, or how does it influence, or how can you take it into account into your approach? Thanks a lot for your questions. Yes, but en français, si vous voulez. Je peux essayer en anglais, mais il y a des termes spécifiques auxquels j'ai pas encore réfléchi en anglais. Alors, sur le fait que les personnes ne lisent pas les règles générales, les conditions générales d'utilisation. Alors, je ne sais pas si j'ai bien saisi votre question, mais ma démarche, c'est de dire que, certes, les personnes ne lisent pas les conditions générales d'utilisation, mais on peut intégrer dans le débat une dimension. En fait, en intégrant cette approche dans les conditions générales d'utilisation, on intégrerait dans le débat public cette transformation des données. Et en fait, finalement, ce n'est qu'un exemple ce n'est qu'un exemple de la manière dont on peut intégrer cette approche dans le débat public, mais mon idée est plus générale, justement, d'avoir une éducation au traitement de données dans l'esprit public. Excellent. Perhaps one question from Christophe. Bon, effectivement, c'est pour rebondir, mais très très vite sur ce qui vient d'être dit. Et sauf erreur de ma part, mais Gaël me corrigera si je n'ai pas saisi l'entièreté de ce que recouvre son sujet de thèse. Mais le point qui vient d'être abordé, il est extrêmement important parce qu'on sait tous qu'il s'agisse des disclaimers en matière de collecte de données, de traitement des données, etc., comme de façon plus générale, de conditions générales de vente et d'utilisation, notamment sur les réseaux sociaux. En règle générale, ces disclaimers ne sont pas faits pour être compris. Ils sont faits pour couvrir juridiquement l'entité, si c'est l'entité privée qui veut montrer qu'elle est en conformité avec la loi et la réglementation. Et ce sont deux choses différentes. Or, effectivement, si on parle de finalité, je pense que la finalité, au bout du bout, c'est bien que le citoyen ou l'usager ou l'utilisateur comprenne parfaitement quels sont ses droits et est-ce que le service qui lui est proposé ou pas, ou l'abonnement qui lui est proposé en matière de collecte de données personnelles, collecte, traitement, etc., est conforme ou pas, est-ce qu'il l'accepte ou pas. Il y a un vrai effort de refonte de manière générale. Alors, je sais que la CNIL s'y était attaquée il y a un petit moment déjà, mais un vrai problème, une vraie question
d'utilisation du langage clair. Or, généralement, alors déjà, le RGPD, il n'est pas en langage clair, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il est même en langage pas clair du tout, y compris pour des juristes, voire même pour des juristes spécialisés. Mais alors, pour le commun des mortels usagers du droit, il n'est pas en langage clair du tout. Alors, je peux comprendre hein, qu'effectivement, c'est un peu en dehors du scope de votre sujet, mais je pense que c'est une vraie question, parce que finalement, cette réglementation, elle est faite, me semble-t-il, à l'arrivée pour que les citoyens s'en emparent, fassent valoir leurs droits. Encore faut-il qu'ils comprennent, un, quels sont leurs droits en la matière, et deuxièmement, est-ce que ces droits sont violés ou abusés ou pas dans le cadre d'un disclaimer, si vous me permettez l'anglicisme. Merci Christophe. Gaël, si tu veux répondre à quelque chose. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais ce qui pourrait... après, moi, je parle de cette opposition entre données d'entrée et données de sortie parce qu'elle est assez simpliste en fait, et ça peut permettre justement une simplification. C'est peut-être même caricatural de dire qu'il y a une donnée d'entrée et des données de sortie. C'est pas forcément juste, mais c'est pertinent d'un point de vue de la simplicité du message qu'on fait passer en disant que la donnée est transformée. Donc, c'est dans ce sens-là que j'essaye de réfléchir. Mais donc, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais vous voyez, pardon, excuse-moi Frédéric. Non, je t'en prie. 30 secondes. Comme vous l'avez fait dans votre présentation, bon là, qui s'adresse à un public pour le moins averti, voire pour certains sur le sujet, dont je ne fais pas partie, très averti, l'utilisation d'iconographie, l'utilisation de ce que d'aucuns appellent le legal design peut être extrêmement utile. En particulier, alors même si tout le monde intuitivement comprend ce que ça veut dire données entrantes, données sortantes, bon, une fois qu'on a dit ça, oui, mais c'est quoi une donnée personnelle? C'est quoi une donnée sensible? C'est quoi... Car on le sait tous, personne, il y a des études qui ont été faites, des études dans la matière qui ont été réalisées, qui lit les disclaimers ou les conditions générales d'utilisation, etc. Personne. Sauf les thésards ou les postdocs ou les chercheurs en général qui travaillent sur le sujet. Désolé, je suis un petit peu trivial, mais personne ne les lit. Donc il y a un souci, parce que finalement, il est bien question d'intelligibilité d'une réglementation et de son application et de son exécution pour un citoyen. Voilà, je ne vais pas être plus long. Merci je reprends. Pardon, excuse-moi Christophe, je reprends la parole très très rapidement avant de prendre deux dernières questions de Gian Claudio et de Marina. On avait eu une présentation de Fabiana Di Porto dans le dernier séminaire pour l'utilisation, j'allais dire, d'algorithmes par les consommateurs pour lire ces clauses générales et pour faire d'une certaine façon ressortir ce qui était important, un peu dans la logique d'un algorithmic fight en fait, hein, entre les algorithmes qui sont utilisés par les entreprises, qui sont des algorithmes d'opacification, et comme tu disais Christophe, le propre de règle générale, c'est plus pour couvrir l'entreprise en termes de responsabilité que pour éclairer le consommateur. Et donc, à partir de là, des procédures d'identification, j'allais dire, de clauses abusives, de clauses problématiques, ainsi de suite, pour faire en sorte que le consommateur n'ait pas une surcharge, j'allais dire, informationnelle, qui l'empêche d'accéder à l'information. Et ça, c'est tout le paradoxe de la transparence. D'une certaine façon, on obscurcit les choses par les détails. C'est pas de moi, c'est de Descartes. Mais à partir de là, la question, souvent, c'est que la transparence qu'on peut requérir d'une entreprise peut créer de l'opacité pour le consommateur. We will shift to Gian Claudio, if you want, and after to Marina. Oui, merci. Alors, j'ai entendu l'algorithme qui s'appelle Claudette, je pense. Oui, c'est celui-ci. Donc, c'est ça. Celui de Florence. C'est ça. C'est Hans Miklitz. Ouais, c'est grand. C'est l'équipe Miklitz. Une question très, très simple pour Gaël. Alors, si j'ai
si j'ai bien compris, tu parles du principe de finalité. Alors, selon moi, le principe de finalité est déjà très clair et dit que quand il y a un traitement de données, donc quand un traitement qui apparemment, c'est pas de données personnelles, mais c'est de données anonymes, et puis ça devient un traitement de données personnelles, de ce moment, le principe de transparence et de finalité impose d'informer la personne de toute la finalité, etc. Donc, je voulais savoir si tu proposes de changer la loi pour faire un step 1, step 2 pour les données d'entrée et données d'accès, ou tu proposes seulement de mieux appliquer le principe de finalité et le principe de transparence. Donc, c'est une chose de management ou c'est une chose de policy making? Ça, c'était ma question pour toi. Alors, merci pour cette question. Alors, ce que je propose, c'est de mieux l'appliquer et de prendre en considération toute cette possibilité qu'il y a à générer des données personnelles sans le vouloir et limiter ce risque également. C'est peut-être une dimension qui n'est pas encore assez forte. Marina ? Oui, merci Frédéric, merci Gaël. Moi, j'aurais simplement un commentaire très général pour dire que ce sujet tel que Gaël l'a très bien montré et mis en valeur, en fait, c'est simplement la démonstration par A plus B de pourquoi on a voulu créer ce programme de recherche qu'on a appelé Diplo for Deep Tech. Parce que ce que l'on voit très bien avec cette question des data, des données, c'est que toutes nos notions classiques, nos cadres de compréhension traditionnels, des rapports de pouvoir, etc., eh bien, tout ça, en fait, s'est battu en brèche par l'effet de la masse. Et on peut avoir un comportement isolé que l'on sait très bien traiter juridiquement, mais dès lors que ce traitement isolé tombe dans ce qu'on va appeler le big data, et donc cet effet de massification, eh bien ça, en fait, ça transforme les rapports de pouvoir, ça transforme les notions, ça va finalement avoir toute une multitude d'effets. Et c'est là-dessus que finalement le système juridique, à mon sens, est très en retard. C'est-à-dire que finalement, on parle d'une donnée personnelle, mais comme Gaël l'a très bien montré, en réalité, on ne sait pas ce qu'est une donnée personnelle. Une donnée personnelle, on peut savoir très certainement ce que c'est. Si je vous dis quel est mon nom de famille, mon adresse mail, ma date de naissance, pas de problème, bien sûr. Mais en revanche, la vibration du filament d'une ampoule électrique, eh bien, ça peut aussi devenir une donnée personnelle. Donc, finalement, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Et ce que Gaël, on n'en a pas encore vraiment parlé, mais on aura bientôt un rendez-vous de thèse, Gaël. Mais cette idée de la finalité, en fait, vous, je parle peut-être pour vous et je vous fais peut-être dire des choses qui ne sont pas les bonnes, mais tel que je vous ai compris, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous, ce qui vous intéresse, en fait, vous travaillez à la recherche d'une finalité substantielle. C'est-à-dire que ce n'est pas la finalité telle que le RGPD peut le prévoir dans certains cas limitatifs et en fonction de ces finalités prédéterminées par le RGPD, eh bien, il y a certains droits qui vont s'ouvrir. Donc, j'ai déterminé telle finalité, donc j'aurai le droit d'accès, j'aurai ceci, j'aurai cela. En réalité, c'est quelle est la finalité sous-jacente, quelle est la finalité effective, véritable, et c'est probablement encore autre chose. Ce qui veut dire que là, l'écueil auquel vous allez vous affronter, bien évidemment, ce sera derrière les questions de propriété intellectuelle. Parce que moi, si je suis un GAFA, je peux très bien vous dire pourquoi je collecte vos données. Je vais vous donner une finalité RGPD qui sera peut-être améliorer mes services, etc., etc. On sait bien qu'en réalité, derrière, j'ai le troisième algorithme dans la dernière ligne que personne ne connaît, qui me permet par recoupement de savoir que, etc., etc. Et donc, j'aurai un modèle de prix, de ciblage, etc. Et ça, il est bien évident que ça, je ne vais pas le dévoiler. Je ne veux pas le dire. Donc, ça sera probablement une des difficultés auxquelles il faudra évidemment penser.
Et puis le deuxième commentaire rapide que je voulais faire, c'est que la question des données montre qu'en fait, on est dans un entre-deux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a réglé, je dirais, le sort des données, soit en se positionnant avec les outils de la régulation propres au marché. Et donc là, on va mobiliser notamment les outils du droit de la concurrence. Donc ce sont des données en tant qu'elles peuvent porter atteinte aux consommateurs, en tant qu'elles peuvent donner lieu à des manipulations de prix, etc. Donc la dimension marché d'un côté, et puis de l'autre côté, c'est la dimension de la personne. Et donc on va protéger les données, à cette fois-ci parce qu'elles seraient une sorte de réplication numérique de la personne. Et en fait, on protège moins la donnée que la personne. Et en fait, avec le big data, ce que l'on voit, c'est que il y a une troisième voie qui s'ouvre, qui n'est ni le marché, qui n'est ni la personne, et c'est cette voie médiane de l'intérêt général, qui est probablement un mix des deux, mais qui veut dire que si on veut vraiment réguler ce qui se passe entre les deux, eh bien, il faut évidemment s'inspirer des deux, mais ça peut être ni complètement les outils déployés dans le domaine marché, ni complètement les outils déployés dans le domaine personne, mais c'est une sorte de régulation hybride à laquelle il va falloir entièrement s'atteler dans la construction et dans la réflexion. Excellent. Merci Marina. Perhaps we have to shift to Gian Claudio in order to respect our schedules. So again, thanks Gaël for your outstanding presentation. And now we leave the floor to Gian Claudio. Yes, oui, vous m'entendez? Parfaitement, Jean-Claudio, vous pouvez y aller. Parfait. Parfait. Alors, je vais pas présenter en français parce que présentation, c'est la présentation des papiers que j'ai écrits en anglais avec des collègues. Donc, I switch to English. So thank you very much for this opportunity. I'm very happy to represent here Augmented Law Institute in this dialogue with your great and very, very promising and interesting research center. So I'm going to talk about, hot keywords like AI, COVID, and EU law. As you might know, I'm an associate professor of law at EDEC Business School at the Augmented Law Institute. I'm trying to connect here two topics. One is mostly based on my previous research with some computer scientists of the European Commission. We just got this paper accepted for e-conference in Toronto next month, in March, in which we take into account the topic of explainable AI, and how bridging the gap between explainable AI in computer science and in law. So actually it's a paper written by 5 people, 6 people, 4 of them are computer scientists and 2 of us are lawyers. Connected to this, there is another topic, and it gives to my duty here to represent EDEC Ali. So something that we drafted a bit in dialogue with many of colleagues at Augmented Law Institute. So actually how we could react to the proposal for feedback of the European Union AI Act, which is this new act that has been proposed by Ursula von der Leyen with some follow-ups, etc. Well, so starting from the COVID-19 case study, because, today everyone is using COVID-19 as a topic related to everything. So here in this case, it really came very natural, because this case study that we analyzed with our colleagues from the European Commission, so from the computer scientists, it's about the normal and very frequent case that happened in the last months, in the last 12 months, of a person with serious symptoms of COVID-19 that goes to an hospital, to an emergency ward,
and is looking for cure, is looking for dépistage, for a test, or at least to have some immediate, we can say intermediate care. Well, often, very often, in COVID center, we have a lot of crowd, a lot of people, and shortage of doctors, shortage of nurses, shortage of, diagnosis. So one way that our poor patient has to immediately starting to be admitted to the intermediate ward, because COVID-19 to lungs can be very rapid and can be very effective in terms of also damages. So there is something that has been proposed in some hospitals, which is an automated detection of COVID-19 based on AI, based on deep learning. Basically, the patient can accept to use to do an X-ray of lungs, and from this X-ray, so there is a deep learning system that combines through neural network your image of lungs to the image of COVID-19 infected people. This is not just science fiction. It's full of papers talking about automated detection through neural networks. But what are the problems of these systems? What are the challenges of this? A lot. First of all, I mean, we can all guess what's on the table. First of all, if you get a false positive, you might have psychological damage of having a false diagnosis, but mostly you will use treatment and care that don't deserve to you, and probably that you don't deserve, sorry, and probably other people will be more in need of this special care. And also, in case, and maybe you can be infected in the COVID center. On the opposite, a false negative can help the virus to spread and can make your health condition much, much worse. So let's start from a technological perspective, technological analysis of the case. So first of all, this system, so we really simulated the case with my co-authors that are computer scientists. So we really simulated the case, and we saw that there are actually 5 million different patterns extracted by the machine training procedure. Size 3 by 3 pixels, and the prediction score is weight combination of the contribution of each of these patterns. Only a fraction of them are directly extracted to the original image, and deep neural network use these patterns to create some intermediate image. How can we explain this? Because actually the user, the patient, first needs to give consent and needs to understand how it works to say yes. So we should build confidence and trust. And so we should explain easily the logic. And then we also should give him or her the possibility to contest the algorithm and also to have eventually a human-mediated decision. So a typical explainability approach might be the occlusion maps. So you mask a portion of the image and you analyze the evolution of the score for that part of your X-ray image, and the resulting heat map indicates the region with feature characteristic. Of course, there are no guarantees that that part is relevant for the decision. So as you can see, we are really, in the dark, trying to walk in the dark. It's very difficult to explain these systems, but they are extremely effective. This leads us to the issue of dualism and trade-offs in explainable AI. First of all, explainability versus justifiability, interpretability versus post-hoc approaches, and versus accuracy. Explainability is different from justifiability, and maybe we lawyers want to know more justifiability than explainability. We don't need just to know the causes and the steps of a decision. We need to know why and how the decision is just, is legal, is fair, is accurate, is non-discriminatory, is lawful. Also, it's different. Interpretable models are interpretable by design. It's different from post-hoc approaches, which are some techniques to extract explanation. And it's important to know that the more something is understandable, the less it's effective. Usually, understandability may affect effectiveness. So we, as lawyers, as policymakers, what do we want? More effective algorithms or more explainable ones? Well, maybe I will propose the third way. But first, let's look at how the law helps. The GDPR, the GDPR challenge. So we know that profiling is
broadly described as an analysis of personal characteristic, etc. It must respect the principle of fairness, lawfulness, transparency, minimization, accuracy. Mostly, if it's automated decision-making producing legal or similarly significant effect, and this is the case, is prohibited unless you have an exception, for example, explicit consent or member state law. But in addition to that, you need to have suitable safeguards, for example, right to contest, right to express your view, right to human intervention. But in situation of higher risks, you have a right to explanation of individual decision and also notice of the algorithm. And this is in French law. Loi Informatique et Liberté has been amended in 2018, the 25th of May, to add a bigger emphasis on right to an explanation. Also, in case where automated decision-making is permitted, you need to have meaningful information about the logic, significance, and the budget consequence. Well, this brought us to the dynamic and layered explanation proposal. We should consider three elements: time, audience, and granularity. And we propose to make it as much as layered as possible. So time can be ex-ante explanation and then a more specific ex-post explanation. Audience, the explanation should be for the expert, so for the doctor, that he or she can better understand the algorithm, and for the user. But of course, while the doctor needs a more, let's say, specific but less understandable, less sober explanation, the user, so the patient, needs a simpler explanation, so more sober, but less sophisticated, so less accurate. And we can play with accuracy and effectiveness, splitting the audience into two, or expert and patient. And then granularity. In terms of granularity, we think that the higher is the risk, the deeper you should go with explanation. You might have general, group-based, or individual explanation. General explanation comes from the general meaningful information that you should give about the logic, but then the group-based explanation should be more enabling the right to contest and so it should enable other rights and should be intermediate between the general explanation of how the algorithm works and the individual one. Of course, the individual would be very much appreciated, but it's not the whole part of the story. Then let's look at the use case about COVID. What are the legal relevance? First of all, it's an automated decision-making, so there should be a law or the patient's consent, and consent needs some understanding of the algorithm. So again, we need to explain it before it happens. Then it's of course a case of high risk according to the European Data Protection Board. Why high risk? Vulnerable subjects, innovative technology, there are 9 indexes, but very easily, if we look at Article 35 of the GDPR, letter A of the first paragraph refers to automated assessing of some personal aspects in order to take some decision. This is a perfect case. So in cases of higher risk, we don't need just general explanation. We need individual explanation, AI audits, but also data protection impact assessment. So in this paper, we try to do it in practice. So we try to give our explanation to the patient. This might be an example of, so ex post in terms of timing, patient in terms of audience. And this is both general and granular, general, group-based, and individual in terms of the granularity. So for example, we might say him or her, you have an infectiousness of 71%, this is your score, the threshold was 60, so you are 11 points up to the score. Compared to your groups, for patients in the same group, the precision is very high, it's 65%. For negative patient, it's 54. That's an example. Well, to the doctor, we need to give some more practical information, more specific. So to the doctor, we can also show the accuracy, sensitivity, and specificity of the algorithm, etc. We can also explain what was the training data, etc. And also, to the concrete case, we can give a counterfactual and saying, look, this is an X-ray of a COVID positive. This is the X-ray at stake. In this particular area, we see similarity. So probably your patient, just based on image recognition, is positive. We cannot say more. But is this a satisfactory explanation? We don't know causality. We don't know why we reached this explanation. We just need to trust big data training set. We trust correlations. So maybe the way to overcome black box is not to open it
but it's to look at something else. So I've been writing this about algorithmic impact assessment. So let's look at the impact of the algorithm and let's try to describe the algorithm and describe the risk and make the subject participant of the system, collect the view of the subject, of the patient. Collecting contestation might be used as a feedback to redesign the process. And mostly, more important, justifying, not just explaining. How we could justify algorithms? Well, first of all, the data controller is already, based on the accountability principle, has already the burden of proof of legality based on the principles of the GDPR. We sometimes look for very specific articles. We investigate a lot on Article 22, Recital 71, but it's there. It's the principle of data protection. It's already there. Lawfulness, fairness, transparency, purpose limitation, data minimization, accuracy, all these principles can be very much relevant for AI justification. And we need to prove them. So what I would propose is that the data controller has a unlawfulness by design of its algorithm, and then he or she should prove why it's not discriminatory, why it's not unfair, why it doesn't violate purpose limitation. So this creates a nice bridge with Gael's presentation about principe de finalité. So basically, is the GDPR enough? Because actually, yeah, we have been talking about GDPR, and I am an enthusiast of data protection. This is my comfort zone. So, but is this enough? Huh? What about cases of AI application that doesn't use personal data? There are several. Also, Gael was expressing a case in which the first data are not personal. What about hidden discrimination? So not traditional ones. What about manipulative algorithms? What about defective softwares? Because actually the defective defective product directive is not adequate enough to deal with this. Well, the European Union, the European Commission is taking some step. And also, again, there is a lack of clear definition of artificial intelligence in the EU law. We have no binding definition of what is artificial intelligence, first important thing. Secondly, there is just a definition of automated decision-making in the GDPR, but has some constraints. Should be on automated basis, should be producing legal or similarly significant effects, etc. And also the definition of software is there, but is not comprehensive of algorithms as we hope of artificial intelligence. But as I was saying, the European Commission is taking some steps. Also the problem of racial biases, and so we might think, discrimination is in other fields, it's not in COVID-19 ages. Well, racial biases in medical algorithms have been proven true in the US in several parts. It's before COVID, it's just the autumn before COVID pandemic, but it was important because it showed that algorithm used in healthcare, it was not a discrimination on purpose, it was a discrimination just on training data sets. So it was machine bias. Since usually white people spend more money for health, usually there is a higher level of sensitivity for their health from the algorithm. The algorithm has assumed that black people that on average spend less are healthier. And so they have a lower level of sensitivity for their disease. This is machine bias. How can we deal with this? This is not pure discrimination. Anti-discrimination law and artificial intelligence is based on some strong categories and in sensitive fields: race and ethnic origin, religion, belief, disability, sexual orientation, sex or gender, but just in some fields: work, consumer, social assistance. So it's limited to specific categories. What about affinity profiling? What about proxies? What about hidden discrimination? It's also limited to some societal areas. What about healthcare sector? What about online platforms? So we can have some helps maybe from consumer law for what concerns manipulative algorithms or defective products based on AI. But still, what about hidden manipulation? Or it's not clear that defective liability applies to software. This was the analysis that we at the Augmented Law Institute started to do in September to comment the European Union proposal, the European Union Act.
which was actually one of the first announcements of Ursula von der Leyen. She said, in 100 days, I will approve a European Union Act on AI. Actually, the initiative is getting a bit longer. One of my dearest friends works at the DG Justice, so he told me how the announcement of making this EU Act very rapidly was just very, very problematic for them. So basically, we are still waiting for the official proposal. And what they did was just to have a white paper and an inception impact assessment and a call for feedback, to which we tried to reply together with other hundreds of entities and research networks. Then the European Parliament jumped in. It's very uncommon for European Union lawyers. We all know that it's very strange that the European Parliament take a lead and jumps into a legislation that has already been proposed by the European Commission. So they took a resolution at the end of 2019, and this might be okay, but in the last part of the resolution, they propose a regulation on AI, which is something which is quite, non-conformist with what is the Commission to propose, not the Parliament. So, yes. But then, just to conclude, what we tried to suggest in this, looking at the proposal, looking at impact assessment, that this regulation should focus on fields that are not clearly regulated by other legal fields. So, for example, for anonymous decision-making, for subliminal affinity-based discrimination, and for forms of new manipulation and AI-based damages to users. So the COVID-19 example was just a start to see how explainability is not the whole answer to the story, and how other tools should complement data protection, which is, in my view, a wonderful area, very, very comprehensive, but other fields should adapt to the AI challenge. So thank you very much. I hope we are in time, and I'm very happy to hear any feedback, comments, criticism, question. We are in time, Gian Claudio. Thanks. Thanks for your presentation. Perhaps we can shift immediately for the questions, remark, of comments in French, in English, or even in Italian, if you want. No difficulty. Some questions? Perhaps I should start. You insist on the place, on the role devoted to explainability. Explainability is commonly presented like as I do not know the better solution to address bias and risk associated to AI. What about the limitation of relying only on reliability? Yeah, I mean, I think this is a explicability. Sorry, yeah. I think. Yeah. I totally agree with you. I mean, I also was at the beginning, an emphatic optimist of explainability, and now I'm trying to move more on of the impact of the algorithm. So I don't just want to know the logic. I want to know how its impact is adverse. So it's more to look at the behavior of the algorithm rather than its mind. It's difficult to look at its mind, and if we focus on its mind, we are maybe losing some effectiveness points. I think we should always try to understand as much as possible, but in my view, the way to understand it is also to look at its behavior. So look at how the algorithm acts in a reality, in a certain context, and this is something that I think should be considered under the data protection impact assessment approach, which is already there. In Canada, we have the algorithmic impact assessment as a law. So it's from 2019, they proposed this algorithmic impact assessment form. All companies can go online, go on the form, reply to a questionnaire, and they have the algorithmic impact assessment more or less. And it's very simplistic. France has the PIA, which is the privacy impact assessment of the CNIL, very poor for what concern algorithms and AI, but it's still something that can lead to that discussion. And mostly we need justifiability. So in my view,
the data controller should make some audits and look, this is the population. This is the population at risk. So I know my toy. My toy, for example, is healthcare COVID detection. I know that there are some false positive and false negative a lot for Black people or I don't know, old people, etc. So if you are in a risk group, risk because I did an audit, maybe I will give a human decision, a human view. So I will put the algorithm under a second step. These are ways. We need to be creative. So. Excellent. Thanks. Other questions or remarks? Aussi en français. Hein? Pas de souci. Marina, peut-être? And Frank, perhaps. Already Frank Fagan? Frank, yeah. Raphaël et Christophe. Excellent. Frank? Sure. Question for my colleague. Thank you for the presentation, John Claudio. So let's assume for a moment that we have the perfect algorithm. And let's say that we've gone through the impact assessment. We have all the layers, how we like it. We have the split of the human and the robot helping each other out, as you suggest. And somebody's unhappy with the result. What would we do then? Would we simply just resort to Article 23 of the GDPR and allow a human intervention or a right to a human decision? Is that it? So does this simply collapse to our basic litigation system that we've had in place for a long time? And may I ask why this person is not happy? Because she thinks it's inaccurate or she thinks it's discriminatory? So I would like to know why the contestation is, I think we should look at why the contestation has been started. For any reason, that she's just simply unhappy with the result. You can imagine any you like. And maybe you could suggest why it matters. Yeah, I think, I think that litigation in this sense is very much short in terms of Article 22. So you just contest and you receive a very simple new decision, maybe. I like the UK approach in which you have the duty to take some steps to show which are the actual steps that you took to reply to contestation. So the person, the data controller, has a duty to try to explain how and why and whether they change their view after the contestation. This is very simple, but it's still a first step. And then, so maybe if I need to be creative, also connecting to Frederick's question, I might, push our audience also to your article about competition of algorithms, which is very, very interesting. So how competing algorithms can go for a better market of AI, but maybe it will be your pleasure to explain your paper in the next seminar. But I really liked also the market regulation approach of AI. Of course, in medical sector, it's very difficult to find that, but I see that, for example, in other fields, it might be a way. Well, thank you for referencing my paper, but that's not what I had in mind. I'm really curious as to what you think should be done within your own framework. So you're suggesting, I'm asking you to imagine a perfect algorithm that all of your ex ante regulation has created. Then what? Yeah. If there's a problem, right? Yeah. So basically, I mean, if there's a problem, so it depends on the problem. If the problem is explicit discrimination, there are anti-discrimination law. That is not effective at all, but we have something in Europe. So for example, if discrimination is based on gender or race, etc., in the social assistance field, there are some remedies for that. Otherwise, we have the administrative law procedures. Administrative law has, of course, its own ways to, dialogue and contestation, which is beyond data protection. Data protection is the start, but then we can go with the contestation in the administrative law, which is also another story. I think that the link between the two, so contestation in administrative law and contestation in data protection, should interact more. At the moment, is not so. They are not so well interacting. And then also, if it's a consumer problem, so if, for example, I'm limiting access to products and goods, well, there are other fields that could help. For example,
for example, we have unfair commercial practice directive, unfair terms directive that also can help. So in my way, data protection is just a method, and then we have to look for some content from other fields. The content can come from consumer law, also competition law. If there is a dominant position and a harm, it's also something that might somehow help. For example, let's think at the algorithm on Facebook on the newsfeed. Newsfeed algorithm is manipulating somehow us, and how we can deal with that. If it's totally fair and explainable, but we still are very much attached to the dominant position of it. So I think it's a long, there's the full page is still to be written, because at the moment we still focus on XAI, explainable, and not to the consequence of contestation. I don't know if I replied to your question. I just tried to develop your provocations further. Yeah, well, no, I think it's a good response that, you have to divide up different fields of law to respond different ways, because a lot of your examples, like advertising, say algorithmic advertising, it's pretty obvious that there's no conflict there. But I'm imagining a case where clearly the state isn't going to aver that its own algorithm is discriminating, right? So what do we do then? We have an algorithm that's passed an impact assessment score that we think is good, that provides multi-layered explanations, but nonetheless, it continues to produce results that are, I don't know, able to be litigated because somebody's disagreeing. I take your point with respect to, say, advertising. It's obvious that there's some type of potential. Well, let's say it's not obvious that it's manipulative, but it's a different context. It's a different context. Yeah. Excellent. Yeah. Thanks, Frank and Gian Claudio. We have two other questions in English or in French. The first one from Raphaël and the second one from Anna. Raphaël, if you want, in French or in English, ou en alsacien, si vous voulez. Yeah, in English is also fine. Thank you, sir, first for your presentation. It was really interesting. And I was more fundamentally wondering myself about the main distinction of your presentation, about the explainability on the first hand, and on the other hand, the justification process. But there has been no part in your intervention where you might distinct the process where there must be an assessment before an authority, and one in course of a proceeding before a court. And my question will tend to ask for you, do you think that before an authority, it will be possible to reasonably produce the audit you were referring to before, as for a trial? I don't know if you see my point. Yeah, so basically you say if the authority, you mean like data protection authority, data protection agency, competition authority, is that what you mean? Yes, absolutely. Yeah, so I really think that there should be like a better, how to say, education and preparation of this agency for data controllers. They might help more. I referred to the PIA of the CNIL, and we criticize a lot PIA of the CNIL, but it's the only one. So we shouldn't criticize them because they are the only one who created something. Even the very famous ICO, the UK Data Protection Authority, they didn't do anything about data protection impact assessment. So, okay, they did some guidelines, but it's not enough. So I really think that they should guide this, they should produce some help. I would insist on article, not 35, but 36 of the GDPR, which is prior consultation. Prior consultation is a way that, in my way, is very much related to the justification I was saying. I do an impact assessment. I understand that the risks are too high, but I need to do that data processing. Risks are too high. I cannot mitigate those risks. What do? I knock at the door of the regulator. I knock at the door of the data protection agency, at the CNIL, at the Garante in Italy, at the ICO in UK, and they help me. They can give me some practical guidelines. Of course, there are also some risks. They can close my data processing and say, no, stop. So, of course, it has some risks, but I think this is a tool that has never been used because, of course, GDPR application is very new, but it might help a lot. And it should create a virtuous circle of cooperation between authorities and individuals. So, yeah, I think
maybe that's the first point to start. A last question from Anana Postoaka. Yes, thank you very much for the presentation. It was really inspiring. So I'm also working a lot on XAI on the moment, how to explain, try to see how we can explain decisions. I mean, even court decisions by XAI. So I have a couple of questions. One of them is in regard to what you said about the fact that the data controller should be the person controlling the compliance of the algorithm to the law. And I was wondering if is it a data controller who's the right person to do that? Because we kind of come back to the paradox we have with AI legislation. We have no AI legislation, so the company themselves build ethical rules that they should abide by themselves. But then if the company itself or the data controller itself controls the way their compliance to the law, then it's a bit like regulating themselves. That's the first question. And then the second question, actually, it's more as a comment, but also as a question. There's have been a question about how about if a person takes a decision together with an algorithm, and the decision is challenged by the person, I mean the concerned person. And so my comment on that, and I would really want to hear your opinion and how you reason in that area, is that actually in most of the cases when we have humans together with computers, the results are not what we expect. We would think that if we have a computer helping us, then we would have a correct decision. But it has been showed, and especially if we look at the Compass example, you know, that they use in the States, it has been shown that actually humans tend to not to challenge the algorithm. I mean, they really blindly think that the algorithm is better than them. And that has more capacity to find the right solution. So most of the times, it seems like humans together with computers, it's almost equal computers deciding in the matter. So I was wondering how I mean, what's because you were reinforcing this idea that it should be a human and a computer, and I was wondering what's your opinion about that. And the last question, I'm sorry for asking so many questions. The last question was regarding the explainability. As I said, I'm working on those technologies right now. And for me, explainability seems to be the key in law, because in the end, regardless if it's the chase to open the black box, which, well, I don't think that's the whole idea, but I don't have time to explain what I'm thinking about that one. But in the end, the key is to explain the result in law. The transparency and explainability are the keys in law and the main issues right now. So I was wondering, what do you think about the fact that we only have legal rules that concerning explainability, which are not even really enforceable, but anyway, concerning data privacy, but not all other fields. And actually, AI in law starts to be quite big, and we have other fields where we would need to enforce some kind of explainability for the decisions that are taken by the algorithm. That is it. Thank you very much. Yeah. So thank you. I will try to be very, very quick to reply to your questions that are extremely relevant and interesting. The first one, so you are challenging the accountability principle, basically, because you say if the data controller needs to be the gatekeeper of its own compliance, how should he do? So basically, this is how accountability is written, is thought. It's the by design principle, is the accountability principle, that the GDPR was a bit innovative in this. I think it's still okay that we leave to the data controller to check its own compliance, because it's not the only one. We can have the data protection agency that can help in a second step. But there are some ways in which he or she should facilitate the compliance mechanism. They should prepare some documents, some reports, etc. So they make the life easier to the data protection agency, you know? So I think, and
it has been criticized as this is the privatization of data protection. No, in my view, it's not privatization. It's just a collaboration and cooperation. Then the second question was about the humans that just take the automated decisions and tend to reapply it quite acritically or hypocritically. Well, there is I think it might be true. There is this wonderful study from Professor Krishna Gumadi. I put it in the chat now. He was, I don't know if you know the study or the person, the great researcher is a computer scientist doing explainable AI, and he was exactly proving that judges in front of the Compass case, they simulated this task to judges, and judges just tend to reconfirm what the machine said. In 80% of cases. And then even if a system with remunerations, etc., they were more or less believing the machine. That's why my way contestation is not the whole story. We should look at impacts and ex-ante justification and ex-post looking at whether justification is correct or not. So, contestation is a way, but not the whole story. The last question, could you just rapidly repeat the last question? Yes, the last question was about explainability, about the fact that, what were your thoughts about the fact that actually we kind of have rules, legal rules concerning explainability in data privacy. I mean, we don't really see legal enforcement in AI. I mean, legal enforcement rules in terms of explainability of AI algorithms in law. Yeah, we start to see something very, very timidly. I suggest we look at tax law. In tax law, there are some ways of looking at how the algorithm is transparent. The case of Netherlands, Italy, and France. Actually, in France was not so fortunate because the Conseil d'État just said, oh, the algorithm respects the law and we don't care about general explanation. And they didn't mention data protection law. So this is a real problem. Tax law, but also other fields, like, for example, there was a judge in Italy a few months ago, Tribunale di Bologna. They basically said that the Deliveroo algorithm was unfair and obscure, but they didn't look at data protection law. So it's a tool, it's a powerful tool. Judges don't know data protection and judges totally misconsider it. So a call would be to look at more, pedagogical activity to judges and look into jurisprudential activity, for example, at the Court of Justice of the European Union, where we could really have some cases. I'm working with NOIB, which is, just helping them. NOIB is the Max Schrems authority, on an ONG, and we tried to do some litigation about explainability of AI. It's very difficult to find a good case to be pushed to the court, but we are trying to do something. So thank you. Thanks, Gian-Claudio, and thanks, Anna. Perhaps one last remark and perhaps a conclusion with Christophe. No, it's just let's say, maybe just two provocative questions, but maybe for future sessions. One is, Gian-Claudio, we are talking about the possible cooperation between private entities developing algorithms and so forth and public authorities. Is it always the interest of the company to cooperate with the public authorities? And I was asking also the question to Frédéric as a member of the Autorité de la Concurrence. I mean, when you look at the whole history, sometimes companies, when they are not sufficiently strong to have a direct dialogue with the public authorities, on one hand, and on the other hand, when they have a very specific technology, which could lead to a competitive advantage, sometimes they decide not to cooperate. Okay. So I'm just asking the question. And the second is there any ongoing research dedicated to the cost of this regulation? And to what extent is there any possible adverse impact in terms of economic growth and development of new AI models and so on? Knowing that I'm not an economist. Yes. Gian-Claudio, a quick answer to these two tricky questions.
No, I just agree with Christophe that there is a problem in cooperation and communication between authorities and the companies, and often companies are trying to do big companies don't care, and small companies have no money, so very easily. This is how it works, in my view. There might be intermediate situations. We were trying to do a project about that, so about compliance that could help the small and sensitize the big. But yes. I don't know. But I was not. Yeah, sorry, I was not saying I disagree. It was just a question because again, I'm talking under Frédéric control. But look at Microsoft. How long did it take Microsoft, at least, to accept to cooperate with public authorities? Several years, in fact. If you take into account the duration of a whole process, European Commission, General Court, Court of Justice, and so on, it is something like 10 years, very easily. And in France, Autorité de la concurrence, Cour d'appel de Paris, and finally, Cour de cassation, it spends something like 7 years. Yeah, but okay, 7 years. But how long did it take to start this cooperation or regarding the start of Microsoft business model? Yes, sure. More than 20 years. Yes, you point an essential dimension in the debate, and you also point a second essential dimension is the one related to the compliance cost in the case of big companies and small companies. In fact, a symmetrical cost can be usually asymmetric considering the size of the companies. It is the case, for instance, the cost of moderation for Facebook is something like the turnover of Twitter, in fact. So you have this very, very essential question. But perhaps one final word for Gian Claudio before some conclusive points? No? Yeah, no, I think that's the questions were great and the stimulations were great. So thank you all. Thanks again, Gian Claudio, for your presentation. So I have to interrupt our meeting because we spent something like 1 hour and a half, and I think we have a lot still to share and to discuss. I want to thank in my name and the one of Marina all our colleagues from the EDEC, from the University of Nice Sophia Antipolis, but also some colleagues from the University of La Rochelle. I have seen Linda Arcelin some minutes ago. Also Gilles Martin, who was there during our session. So I think we have to make a second seminar in a couple of months in order to go on this conversation. For the seminar, DL40 seminar, we will have a next session on Thursday with a legal practitioner, Olivier Frégé, on the case of the Digital Markets Act on Thursday, in which we will speak about the impact on the rule of law, the impact on economic efficiency. And if you want to join us, do not hesitate to join us on Thursday. So I have nothing to add on my side. I will perhaps, if you, Christophe or Marina, want to add something, it is time. Yeah, just to one more. Oh, sorry, Marina, please. Go. Non, j'allais dire un très grand merci et surtout à très bientôt. Voilà. Yes, and me again, thanks for your invitation and congratulations to those speakers for their presentation. And I think that what we have heard this afternoon is a kind of call for multidisciplinary approach, bringing together law, economics, and strategy to, yes. Because all these complex issues need sophisticated thinking. Excellent. So
see you in a couple of months or weeks. I do not know for next EDHEC and Université Côte d'Azur seminar on artificial intelligence or augmented law. So goodbye and take care in this difficult period, especially on the cost. Goodbye. Yes, Thank you goodbye, and take care. everybody. Take care in Many this. thanks. Bye bye. Bye bye.